Alors encore une fois, je ne parle que de films qui font des vues. Bienvenue à Marwen, Roma, Edmond, d'accord. Bonjour à tous, nouvelle critique où cette fois-ci nous allons revenir sur 3 films. Et il sera question de Bienvenue à Marwen, Roma et Edmond qui sera l'invité surprise de la vidéo dont j'ai hâte de vous parler. Parce que ouais, cette vidéo j'avais un peu la flemme de la faire, dans le sens où Roma est déjà sorti en décembre dernier, Bienvenue à Marwen est sorti la semaine dernière, et Edmond je savais pas trop ce que ça allait donner. Mais au final et après ces 3 visionnages, je suis quand même bien content de la faire cette vidéo et on va commencer avec Bienvenue à Marwen. Bienvenue à Marwen est le nouveau film de Robert Zemeckis. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous présenter le monsieur? Je ne pense pas. Le film est porté principalement par Steve Carell, qui enchaîne les projets super intéressants. Bienvenue à Marwen raconte l'histoire de Mark, victime d'une amnésie totale après avoir été agressé. En guise de thérapie, ce dernier se lance dans la construction d'un village belge durant la Seconde Guerre mondiale dans son jardin, dans le but de mettre en scène des poupées en les identifiant à ses proches, à ses connaissances du monde réel, ou tout simplement à lui-même. Alors déjà, quand vous vous posez devant ce film, vous pensez déjà à 2 choses. Déjà de 1, forcément, Roger Rabbit. Et pour cette alliance et cette mise en relation entre ce monde réel et le monde animé, mais aussi à une sorte de Toy Story Live. Je sais pas si en voyant le film, vous allez penser à ça, mais en tout cas, moi, ça a été le cas. Pas au niveau de l'histoire, etc., mais de voir toutes ces poupées, tous ces jouets, en quelque sorte, qui sont animés et qui bougent comme des humains. Donc j'ai pu y faire un petit rapprochement. Alors, Bienvenue à Marwen, c'est un film que j'ai bien aimé pendant 1 heure. En fait, le problème que j'ai avec le long métrage, c'est que ça tourne quand même un peu en rond pendant 2 heures. Nous suivons donc la solitude de Mark et donc son repli sur lui-même. Mais bon, on va pas se mentir, le tout paraît quand même, au final, assez creux et anecdotique. Et en plus de ça, on a cette impression qu'il n'y avait pas tant que ça à raconter. D'ailleurs, oui, il s'agit d'une histoire vraie. En soi, l'histoire est pas dégueulasse. On a vraiment cet homme qui s'est réfugié, en tout cas, dans son petit hobby, dans cette construction de cette ville avec toutes ses poupées. En gros, c'est son échappatoire, et de voir ce mec traumatisé qui arrive à se lever chaque matin pour ça, c'est cool. Ça en fait une belle histoire. En plus de ça, dans la vraie vie, ces réalisations, ces photos qu'il prenait avec toutes ces poupées dans cette ville ont été partagées, ont été diffusées et même visiblement ont été exposées. Mais est-ce qu'il y avait matière à en faire un film de 2 heures? J'ai pas l'impression. Par contre, encore une fois, Steve Carell est excellent, jouant parfaitement le rôle de cet homme traumatisé et dégageant beaucoup de tendresse dans son jeu, et plus précisément dans son jeu de regard. On voit bien que le mec est totalement replié sur lui-même, et ça se voit d'ailleurs dans l'ambiance de sa maison. On a toutes ces fenêtres qui ne laissent absolument rien entrevoir, on a des stores qui sont baissés, on ne voit absolument rien à l'intérieur. Il se cache, il se coupe du monde réel. Mais Bienvenue à Marwen, même si son histoire paraît creuse, m'a beaucoup intéressé pour ses effets spéciaux, bien évidemment. Et je dois dire que sur ce point, Robert Zemeckis arrive encore à nous surprendre. Que ce soit par la qualité des animations, par les transitions entre le monde réel et le monde animé. Il y a des moments où on est dans la partie réelle et on voit des poupées géantes débarquer de nulle part. On est dans l'imaginaire de Mark. Ça part totalement en couille. Et on a Mark qui est parmi ces poupées géantes et encore une fois, les transitions sont folles. Et puis vice versa, on a des moments où on a l'impression d'être dans la partie animée. Donc on a toutes ces poupées qui sont en train de parler entre elles. Et puis la caméra va bouger, on va se rendre compte qu'on était finalement dans la partie réelle. Et là d'un coup, les poupées vont arrêter de bouger et c'est là où ça me faisait penser à Toy Story. D'ailleurs c'est drôle aussi, c'est bien foutu parce que les poupées ont des animations assez humaines et au moment où elles meurent, elles retrouvent tout de suite une position de jouet. Visuellement c'est très intéressant et les animations faciales sont aussi très bonnes. C'est super crédible, on reconnaît les acteurs qui se cachent derrière ces jouets. Et sur ce point j'en attendais pas moins de la part de Zemeckis qui a toujours eu l'habitude de trouver des petites idées, des petites choses, des petites trouvailles visuelles et qu'il nous partage encore une fois avec ce film. Je voulais d'ailleurs vous partager cet effet qu'un de mes potes m'avait montré il y a quelques mois. Ça vient du film Contact, pareil, de Zemeckis, et d'ailleurs, j'ai pas vu le film, et si vous l'avez vu, j'attends votre tour. Et il m'a montré ça, et j'étais sur le cul. I'll get the medicine. Vous pouvez vous le repasser en boucle, peut-être que certains d'entre vous l'avaient déjà vu. Moi en tout cas je l'ai découvert il y a quelques temps. Donc on remercie mon pote Titouan. Oui, c'est pas lui qui a choisi le prénom. Je veux des bisous Titouan partout, en top commentaire sous la vidéo, ça lui fera plaisir. Bienvenue à Marwen n'est donc pas forcément un film que je vous conseille. Même si vous l'avez compris, le long métrage reste tout de même intéressant grâce à ses effets spéciaux et quelques idées de mise en scène bien inspirées de la part de Zemeckis. On passe au deuxième film de la vidéo et il s'agit d'Edmond dont j'ai très envie de vous parler. Edmond est le premier long métrage d'Alexis Michalik, acteur
acteur notamment dans pas mal de séries, mais aussi metteur en scène au théâtre. Le film raconte l'histoire d'Edmond Rostand, jeune dramaturge et poète, durant la fin du 19e siècle à Paris. Le jeune homme peine à rencontrer le succès, mais cela risque de changer le jour où Edmond se met à écrire une pièce à laquelle personne ne croit. Et il s'agit de Cyrano de Bergerac. On va pas y aller par quatre chemins, vous l'avez compris, c'est un film que je vous invite à voir au cinéma. C'est du bon cinéma français comme on aime. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je n'ai pas parlé des acteurs comme j'ai l'habitude de le faire. Et c'est normal parce que pendant 2 heures, je me suis demandé, mais qui est ce mec qui joue Edmond Rostand? Et alors là, j'ai fini sur le cul, puisqu'il s'agit de Thomas Soliveres. T'es gentil. Ouais, je suis gentil. D'accord? Ouais. Allez, casse-toi. Ok. Allez, dégage. Et coiffe-toi. Une barrette. Thomas Soliveres qu'on retrouvait ces dernières années dans des comédies françaises aussi mauvaises qu'oubliables. Mais alors là, je ne sais pas comment est-ce qu'on a pensé à lui pour le rôle, mais bravo. Parce qu'il fallait vraiment se projeter assez loin pour l'imaginer en Edmond Rostand. Et en plus de ça, Thomas Soliveres est très bon. On retrouve aussi Olivier Gourmet en Constant Coquelin, premier interprète de Cyrano de Bergerac. Mathilde Seigné, Jean-Michel Martial qui joue le rôle d'un cafetier tellement classe. Lucie Boujna, la nièce de Michel Boujna qui est super jolie. Alexis Michalik qui en plus de réaliser le film a aussi un rôle secondaire. Et il se donne même pas le premier rôle pour le coup. Il aurait pu. Mais non, c'est fait avec beaucoup d'humilité, on sent que tout le monde s'est éclaté. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre de 2016 du même nom, Edmond, pareil qu'Alexis Michalik avait mis en scène donc au théâtre aussi, qui a d'ailleurs en plus reçu pas mal de prix. Et on nous raconte la création de la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac, les coulisses de la création, et cette fois-ci en suivant Edmond, qui est la personne qui a dû écrire la pièce visiblement en quelques semaines. Donc oui, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre, et on sort un petit peu du cadre théâtral. Ce que je veux dire par là, c'est que ça se déroule pas uniquement dans une salle ou dans un appartement comme le dîner de con. On a vraiment un Paris ancien qui est mis en place, un Paris de la fin du 19e siècle, qui va d'ailleurs nous rappeler un petit peu l'Empereur de Paris qui est sorti il y a quelques semaines. Et c'est assez drôle, mais le tournage s'est déroulé à Prague, en République tchèque, dans le but de recréer un Paris un petit peu idéalisé. D'ailleurs, à ce niveau-là, les plans de Paris visuellement sont pas extraordinaires. On va souvent avoir, surtout en première partie de film, la caméra qui va s'élever, qui va passer au-dessus des toits de Paris, pour avoir un plan d'ensemble de la ville. Et c'était pas hyper joli, mais plus on avançait, plus je me demandais si c'était pas fait exprès. Dans le sens où le film est une pièce de théâtre, donc on te met des décors qui sont pas forcément crédibles. Et il y a des moments où on pourrait penser que les bâtiments qui étaient au loin étaient limite peints à la main. Parce que oui, ça fait un peu Inception, mais le film est une pièce de théâtre où l'on suit la création d'une pièce de théâtre. Voilà. Quand je dis que c'est une pièce de théâtre, vous le remarquerez au dialogue, à la manière dont les personnages vont se renvoyer la parole, l'intonation de leur voix, l'articulation, leur gestuelle. En fait, c'est ça, c'est un mix entre une pièce de théâtre et un film. Et là où dans une pièce de théâtre, eh ben, on est un peu limité en termes de champ des possibles. Parce que oui, on est un peu cloisonné avec ce petit endroit qu'est la scène. Avec ce long métrage, avec Edmond, on peut aller au-delà de la scène et étendre l'univers, aller dans d'autres endroits, etc. Et c'est là où c'est intéressant parce que le cinéma peut être l'extension d'une pièce de théâtre, tout en gardant les codes du théâtre, mais en prenant la technique du cinéma. Sinon, les personnages sont drôles, et mention spéciale aux 2 personnages corses, qui sont vraiment excellents et qui vous feront rire à chacune de leurs apparitions. Les relations entre les personnages sont aussi très intéressantes, que ce soit entre Edmond et sa femme, et aussi le personnage de Lucie Boujna qui ne va pas être sa maîtresse, mais qui est en quelque sorte, la nana qui est là pour lui apporter l'inspiration. Et c'est beau le français, hein. Et j'ai découvert des phrases et des mots que j'avais jamais entendus. Il écrivaillon, mais c'est magique. Et je l'ai encore jamais dit sur la chaîne et je le répète tous les jours, mais le plaît-il pour dire comment, et c'est une des choses qui fait le plus jouir mes oreilles. Et je pèse mes mots. Donc voilà, c'est bien, c'est rythmé, les costumes, les décors, ça fonctionne. On a un final, le dernier acte qui est très intéressant et qui se rapproche un petit peu de ce que je disais tout à l'heure, parce que pour le dernier acte, on sort du cadre du théâtre et on va vraiment se retrouver dans un décor réel. Et c'est là où on voit que le cinéma peut servir d'extension à une pièce de théâtre comme le film avec Depardieu, parce qu'à ce moment-là, on ne voit plus des comédiens sur la scène, on sort du cadre du jeu et on chope les codes du cinéma pour sortir de ce cadre et créer encore plus d'émotions. Donc voilà, c'est drôle, c'est intéressant et je vais vous faire un aveu pour ce dernier point. À proprement parler, je n'ai jamais été au théâtre, peut-être quand j'étais plus jeune avec l'école parce que on m'y avait obligé. C'est pas que ça m'intéresse pas, au contraire, mais j'ai pas trop le temps. Mais c'est là où Edmond m'a beaucoup intéressé, non pas que l'œuvre est très proche de la réalité, parce que le tout est quand même assez romancé et artificiel. On a quand même le personnage d'Igor Gottesman qui se met à bien jouer d'un coup au théâtre parce qu'il s'est fait... J'allais mal le dire. Parce qu'il a reçu une fellation, mais c'est un film qui m'a, encore plus qu'avant, donné envie d'aller au théâtre, qui m'a intéressé. Et je pense que si, comme moi, le théâtre, c'est pas forcément votre hobby principal, Edmond devrait vous intéresser, comme tout le monde, c'est un film qui en vaut bien plus que la peine. Et encore une fois, c'est le cinéma français qu'il faut soutenir.
tenir. En plus de ça, c'est un projet auquel Michalik pense depuis quasiment 20 ans, et son visionnage de Shakespeare in Love, où l'on suivait justement l'écriture de Roméo et Juliette. Et il se demandait pourquoi est-ce qu'en France on ne pourrait pas avoir un film similaire. Et bah le voilà, c'est un projet qui a mis du temps à se faire, auquel il pense depuis très longtemps, il a été fait avec le cœur. Je vous pousse encore une fois à aller le voir, c'est bien. On passe à Roma, dernier film dont on va parler. Roma est le nouveau film d'Alfonso Cuarón, 5 ans après Gravity. Roma nous plonge au cœur du Mexique des années 70, et plus précisément au cœur de la vie d'une famille de classe moyenne dans le quartier de Roma. Et pas grand chose à dire de plus pour résumer le film, parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup d'intrigue. Donc voilà, un petit mot pour vous dire que ouais, pour ma part, c'est pas le genre de projet avec lequel j'accroche. Quand on te met en face des yeux quelque chose où il se passe peu de choses, et quand je dis peu de choses, c'est pour éviter, en termes d'histoire je parle, mais pour éviter de dire rien. Alors oui, bien sûr, l'énorme point fort du film reste sa réalisation et sa photographie. On va suivre Cléo, qui est en quelque sorte la femme de ménage, la femme à tout faire d'une famille, qui est un personnage super attachant, et il va lui arriver pas mal de choses qui sont pas cool, et pourtant c'est un personnage qui va rester toujours aussi doux avec les personnes qui l'entourent. Cuarón a gagné le Golden Globe du meilleur réalisateur, et il est bien sûr en train de se positionner comme un des favoris aux Oscars 2019, et je comprendrais qu'il chope son Oscar parce que bon, la réal est ouf, elle est aussi à l'image du film, c'est très posé, c'est peu dynamique. On va avoir beaucoup de plans fixes, parfois c'est que des successions de plans fixes, des petits travelling où ça bouge très lentement, ou alors on a aussi beaucoup de panoramiques. Les panoramiques, c'est quand vous posez votre caméra en plein milieu d'une pièce par exemple, et vous la faites juste tourner sur elle-même. Mais ouais, force de constater que ça ne bouge pas beaucoup, et ça dure 2h15. Le film est long, très long, mais je lui en veux pas, parce que Roma est peut-être l'œuvre la plus personnelle de Cuarón. Il a mis beaucoup de lui, beaucoup de son enfance dans ce film. Et donc ouais, c'est un projet qui doit lui tenir à cœur, bien évidemment, donc faire un truc d'1h15, je comprends que ça le chauffait moyen. Mais est-ce que nous, en tant que spectateurs, on a envie de finir devant 2h15 de film aussi plat ? Pas forcément. On a quand même quelques scènes qui sont très fortes et même très mémorables. La scène de la plage qu'on voit sur l'affiche, la scène de l'accouchement, la scène du cinéma avec la grande vadrouille. Surtout ouais, la scène de la plage qui en termes de mise en scène avec ce plan séquence, cette réalisation et cette photographie est vraiment très belle. C'est très contemplatif, très expérimental en soi comme pouvait l'être un peu Gravity. Même si Gravity tu ressentais quand même plus de choses, t'étais vachement tenu en haleine. Et en soi tu peux pas dire que Roma est mauvais parce que c'est pas mauvais, c'est ultra maîtrisé. C'est un film qui mérite des Oscars, qui va en gagner. Que ce soit la réal et la photographie, en plus, je trouve que cette année, il n'y a pas énormément de concurrence. Meilleur film, j'ai un doute. C'est aussi un film qui va être bourré de messages concernant l'humanité, les femmes, etc. Il y a énormément de choses qui doivent avoir plein de symboliques. Mais bon voilà, encore une fois, ça dure 2h15. C'est beau, c'est contemplatif, mais c'est très plat. Et vu que c'est sorti sur Netflix et que vous regarderez ça certainement de chez vous, je vous mets au défi de vous mettre devant Ah non, oh chut, ta gueule! Merci. Donc oui, je vous mets au défi de regarder Roma sans toucher à votre téléphone. Et vous verrez que putain, c'est dur. Pour conclure avec Roma, je comprends que le film ne soit pas sorti en salle. Ça aurait été un bide monumental. Et c'est cool de voir aujourd'hui ces réalisateurs partir sur des projets plus personnels, où ils vont certainement inconsciemment avoir plus de liberté sans penser à l'aspect économique. Parce que ouais, Roma a été fait principalement, je pense, pour Cuarón. Et bien sûr, c'est pas un projet qui a été fait pour sortir au cinéma et ramener de l'argent. C'était pas le but principal, et en tout cas, Netflix aujourd'hui permet à ses réalisateurs de s'exprimer et de parler d'autre chose. Et c'est plutôt cool de voir ce qui se passe en ce moment avec tous ces grands réalisateurs, tous ces acteurs qui commencent à se diriger de plus en plus vers Netflix. Et ouais, donc sur la chaîne, on va aussi commencer à couvrir les sorties Netflix. En tout cas, les films qui m'intéressent pour commencer. Et voilà, ça en est tout pour cette vidéo. Donc, Roma, si ça vous branche, ça vaut quand même le coup d'y jeter un œil pour la réalisation et la photographie. Bienvenue à Marwen, je vous le conseille pas forcément. Et par contre, oui, encore une fois, je vous pousse à aller voir Edmond. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner pour les nouveaux, de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 3 films. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'encore plein d'autres choses. Donc, à très vite.